Alors, vous l'avez remarqué, ces derniers temps, c'est assez difficile de voyager avec le contexte actuel. Mais bon, avec Olivier, on a décidé de vous emmener faire un petit voyage. Bon, on va pas vous montrer les photos de notre dernière randonnée, hein, heureusement. Mais on aimerait bien vous faire découvrir un petit monde dont on entend beaucoup parler. Voilà. Euh, Pas trop dans notre milieu de développeurs LabVIEW de la communauté ANI. Donc c'est le monde voilà, le monde merveilleux de l'intégration continue. On va commencer par se présenter. Alors vous connaissez tous le fameux Olivier Jourdan. En ce qui me concerne, donc je suis Christophe Estrade, je suis architecte LabVIEW et je travaille à Saphir depuis une dizaine d'années. Donc Saphir qui aujourd'hui a fusionné avec Calimatest pour devenir QMT. Donc on est basé à Chambéry enfin à proximité de Chambéry et à Genève. Et aujourd'hui, on se présente comme des fournisseurs de systèmes complets pour le test, le contrôle qualité. Et on a quelques spécialités en vision industrielle notamment et en acoustique. En ce qui me concerne, en plus de nos projets clients, je suis chargé de la maintenance et de l'évolution de notre framework interne et du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'intégration continue. Olivier, tu vas te présenter quand même? Même si apparemment je suis fameux selon toi, je vais quand même prendre 2 secondes. Donc, je suis la bioarchitecte, je suis la bio-champion. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais du la bio quasiment quotidiennement. J'ai commencé, c'était un autre siècle quand j'ai découvert la bio. J'ai créé Wovalab il y a 3 ans. Une petite société, je suis le seul, je suis le patron et je suis les petites mains. Et en gros, l'objectif, c'est d'aider toutes les personnes qui ont des projets LabVIEW, soit à développer, à concevoir, à aider les équipes de développeurs, etc., dans leur pratique et leur utilisation de LabVIEW au quotidien. Je suis également membre du comité d'administration du DQMH Consortium depuis avril de cette année. C'est la société qui a maintenant la charge de maintenir et faire évoluer le framework DQMH, un framework que j'ai eu l'occasion de présenter, où il y a eu certaines présentations dont le sujet était le DQMH, entre autres. Donc voilà, pour moi, c'est une nouveauté de cette année. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site web si vous voulez me contacter. Euh, voilà, je pense que ça suffit pour les présentations et puis on va attaquer le sujet qui nous intéresse. Et avec Christophe, on s'est dit, l'intégration continue, c'est un sujet qui peut paraître abstrait et on s'est dit que commencer par une démonstration de concrètement ce que cela voulait dire quand on était développeur LabVIEW, c'était une chose qui pouvait être intéressante. Donc, pour nous, l'intégration continue, en tant que développeur, comment ça va se voir? Alors, bien sûr, on a notre projet, on développe notre projet, on ajoute des fonctionnalités à un projet LabVIEW et on va vouloir construire des exécutables, et ça, on le fait manuellement d'habitude. Là, on a fait nos modifications. Bien sûr, on utilise un outil de source code control. Ici, c'est Git. Donc, on a fait ces modifications, on va committer ces modifications et on va les pusher sur un repository sur lequel nous avons installé un serveur de CI, d'intégration continue. À partir de là, à partir du moment où j'ai pushé mon code, tout va se faire automatiquement. Donc, je peux aller me reposer et vous voyez qu'au niveau de la CI, on a un pipeline qui va se créer avec des jobs. On reviendra sous tous ces termes pendant la présentation. Et ces actions vont se faire automatiquement. Et la première, par exemple, que je fais ici dans cette démo, c'est de valider les modules DQMH de l'application. C'est une fonctionnalité qui est possible avec le framework DQMH. Et là, on voit que le job termine sur une erreur. Donc, notre pipeline a échoué. Donc, le développeur reprend la main, il a été notifié qu'il y avait un problème et il va essayer de chercher l'erreur. Il a eu quelques indications dans l'exécution du job. Et là, en l'occurrence, ce qui lui a été signalé, c'est qu'il avait un enqueue avec la chaîne Update Settings et que le case qui traitait cet enqueue était mal orthographié, il manquait le S. Donc, on a fait la correction. Pareil, on va committer
la correction du bug. On met bien sûr un message cohérent dans le commit. On commit et on push le code sur notre serveur de CI. Là aussi, le développeur, entre guillemets, s'arrête de travailler et laisse la place à la CI. Le pipeline est à nouveau créé et les jobs vont se faire. On voit que le premier job qui avait échoué est passé du fait du correctif. On va pouvoir faire les autres jobs, construire l'exécutable, générer la doc avec Antidoc pour pousser ce petit projet open source qui permet de générer les docs des codes de vos projets LabVIEW. Et puis après, ce qui va être intéressant, une fois qu'on a eu ce pipeline qui s'est exécuté et qui est passé, c'est de récupérer ce qui a été généré par les différents jobs. Par exemple, le job qui build l'exécutable, je vais pouvoir aller naviguer dans le job pour récupérer l'exé. Si j'avais un build d'un installeur, je pourrais récupérer l'installeur, etc. Et je peux aussi, bien sûr, récupérer la documentation qui a été générée. Donc, par exemple, ici, on a généré la documentation au format PDF. Et donc, pour chacun des pushes qui vont être faits sur le serveur de CI, je vais avoir une documentation à jour correspondant à un commit spécifique du code. Et je vais récupérer ici toutes les informations du doc. Donc voilà, vraiment concrètement, quand on intègre de la CI dans son process de développement, ce qu'on obtient. À chaque fois qu'on va pusher du code, on va avoir des actions automatiques qui vont nous permettre de générer exécutables, documentation, tests unitaires, etc. Et maintenant, on va vous expliquer un peu plus précisément comment tout ça se passe. Merci Olivier pour cette démonstration en images. Alors, après la démonstration, on va essayer de mettre des mots sur tout ça. Et alors déjà, on va se poser quelques questions. Pourquoi l'intégration continue? Comment on a essayé de la mettre en place? Qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui? Et puis, quelles sont nos perspectives d'amélioration? Alors, déjà, pourquoi? Déjà, vous me dites peut-être pourquoi ils présentent à deux ces deux-là, ils ne sont pas de la même société, etc. Alors, on a une petite histoire commune avec Olivier, on a tous les deux travaillé à Saphir. Et déjà, à l'époque, on avait voulu mettre en place l'intégration continue. Alors, on a voulu utiliser Jenkins, SVN, et puis on avait besoin d'un outil pour communiquer entre la vue et Jenkins. Donc, on a fait un outil maison. Bon, ça n'a pas bien marché, ça manquait de robustesse. On a fait l'erreur, je pense, de démarrer avec des projets trop gros, trop complexes. Et par manque de temps, voilà, on a abandonné. Heureusement, Olivier est très persévérant et il a réussi en utilisant GitLab cette fois, voilà, au sein de sa société. Et fort de ce succès, on a voulu collaborer avec lui au sein de QMT pour la mise en place chez nous également de GitLab. Alors, pourquoi à la base on a voulu s'intéresser à l'intégration continue? On a toujours cherché avec nos équipes à essayer d'améliorer la qualité de nos développements. Ça passe par plusieurs choses, mais ça passe notamment par l'utilisation, la réalisation de plusieurs points, de plusieurs tâches un peu automatiques, manuelles, rébarbatives et longues. Donc notamment tester unitairement le dernier module qu'on vient de développer, mais également le reste de l'application pour s'assurer qu'on n'a pas rajouté des régressions sur le reste du code. Voilà, c'est intéressant notamment quand on travaille à plusieurs en même temps sur un même projet. C'est intéressant aussi d'analyser la qualité de son code, s'assurer que globalement, notamment quand on en a plusieurs avec des développeurs de niveau hétérogène, voilà, que le code est de bonne facture, qu'il est lisible, maintenable et tout ça. De builder régulièrement son application avec ses éventuels composants. Qui n'a jamais développé pendant des mois sur un projet et puis pour se rendre compte à la fin
qu'il y a des difficultés pour builder, que le build ne marche pas, etc. Donc ça, c'est les 3 points principaux. Et puis en fonction de vos process de développement, peut-être que vous avez des tâches spécifiques, voilà, rébarbatives, longues, et tout ça. Le problème de tous ces points-là, c'est que c'est des tâches manuelles et donc que c'est pas fiable. Voilà, on est tous humains, on peut tous faire des erreurs. Ça prend beaucoup de temps. Parfois, ça bloque la view et on peut plus travailler, continuer à développer pendant qu'on est en train de builder ou des choses comme ça. Et puis voilà. Et puis c'est ennuyeux et voilà. Et parfois, au fur et à mesure du temps, on part avec des bonnes résolutions. Et avec la pression qui monte du projet, ben, on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc, quels ont été nos objectifs au départ? Ben, voilà, vous en doutez, ben, essayer d'automatiser le plus de choses possible, les choses répétitives et ennuyeuses. Ça va nous faire gagner du temps et ça va nous permettre alors d'améliorer, donc gagner du temps, on va pouvoir le réinvestir dans plus de tests, dans essayer d'améliorer notre code. On va peut-être avoir des informations, des tâches qui vont nous dire, ben voilà, votre code, il y a des petits problèmes ici ou là, on peut essayer d'améliorer. Et au final, tout ça, ça va nous amener de la sérénité. Alors, j'ai mis notamment, avant d'aller en réception chez le client, mais même tout au long du projet, voilà, le fait de savoir qu'on a une application régulièrement testée, validée, c'est vraiment un plus. Voilà les objectifs. Maintenant, Olivier va vous montrer comment on a essayé de mettre tout ça en place. Donc, voilà, le contexte très rapidement. En général, on peut être un ou plusieurs développeurs. On a une machine sur laquelle on va pouvoir faire ces tâches automatisées. Et l'objectif, comme a dit Christophe, c'est au final quand même d'avoir des exés régulièrement. Alors, déjà pour s'assurer qu'on peut builder l'exé, mais aussi pouvoir fournir rapidement un exé à quelqu'un qui va faire du test, pouvoir rapidement fournir un exé à son client pour qu'il se rende compte où on en est dans le développement, être capable finalement de continuellement intégrer les nouvelles fonctionnalités dans l'exé final, dans ce qu'on va fournir à notre client. Entre ces 3 choses, on va mettre un certain nombre d'outils. Il y a un certain nombre d'outils qui existent et qu'on utilise pour gérer notre projet au quotidien dans nos équipes de développement, même quand on est développeur seul. Si on regarde plus précisément les outils qu'on va mettre en œuvre pour l'intégration continue, nous, ce qui a été vraiment l'outil qui a permis, comme disait Christophe au début de Wobalab, ce qui m'a vraiment permis de mettre en place cette intégration continue, c'est GitLab. GitLab a plusieurs avantages. Ça réunit un grand nombre d'outils en un seul et même outil. Il est disponible dans le cloud. La version gratuite, elle est largement suffisante pour faire beaucoup de choses. Vous pouvez aussi l'installer sur vos propres serveurs si vous avez des besoins spécifiques de confidentialité ou je ne sais quoi. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et GitLab va nous proposer 3 choses importantes pour la CI. Un repo Git, donc qui va nous permettre d'être le repo origine de tous les développeurs du projet. Donc, c'est le repo qui va contenir le code tel qu'il doit être partagé avec l'ensemble des développeurs et qui va être aussi, je dirais, la cible du CI server qui est intégré dans GitLab. Et en plus du CI server, on a un release server qui va un peu ensemble parce que la CI va générer les exécutables et à un moment donné, il va bien falloir qu'on puisse les distribuer à des testeurs ou au client final. Associé à ça, on va avoir donc sur le build server un runner qui est un petit outil de GitLab et puis bien sûr les autres outils qu'on met en place, c'est la view.
si on regarde un peu plus précisément et si on essaye de se raccrocher à la démo qu'on a eue en début de présentation, qu'est-ce qui se passe quand le développeur va faire un push? Donc, il push ses modifications sur le repo origine qui est sur GitLab. Et à ce moment-là, GitLab détecte ce push et va générer un pipeline. Un pipeline, c'est un ensemble de jobs et chaque job est une action. Donc, dans ce qui nous concerne, ça peut être du mass compile, des unit tests, du build, de la génération de doc, tout ce qui vous passe par la tête. Mais voilà, en général, c'est ces choses-là qu'on va essayer de faire avec notre projet LabVIEW. Et si tous ces jobs réussissent, on va pouvoir récupérer des fichiers, des rapports de test, etc. Si jamais un de ces jobs échoue, là, on va avoir une notification que le pipeline a échoué et le développeur va pouvoir corriger. Donc maintenant, si on regarde plus précisément ce qui se passe au niveau d'un job, un job au niveau de GitLab, ça va être, si on regarde vraiment de manière macroscopique, un script à exécuter. Donc, le job va être créé. Sur le build server, on a installé un runner, c'est un petit exécutable fourni par GitLab qui va aller regarder s'il n'a pas un job à exécuter. Quand il voit qu'un job lui demande de faire une action, il va commencer par récupérer le code avec un checkout et il va exécuter le script, là où les commandes qu'il y a dans le job. Et si la commande elle est liée à la view, on va passer par un petit utilitaire qui est fourni par NI, qui s'appelle le LabVIEW CLI et qui va nous permettre de donner des ordres à LabVIEW via la ligne de commande. Une fois que ça c'est exécuté, le runner va donner le statut du job. Est-ce qu'il a échoué? Est-ce qu'il a réussi? Et ainsi de suite. Donc ça implique en termes d'infrastructure quand même que vous ayez une machine de développement et ce qu'on appelle un build server, un runner, une machine, ça peut être une machine virtuelle, dans laquelle on a l'environnement de développement LabVIEW pour pouvoir exécuter tout ça. Il y a quelques outils qui sont très utiles quand on va faire de l'intégration continue. Je vous ai parlé de LabVIEW CLI qui est fourni par NI. On peut aussi utiliser GCLI, qui est un outil qui est disponible sur VIPM, qui est gratuit, qui existait avant LabVIEW CLI et qui a quelques avantages non négligeables sur le LabVIEW CLI. Par rapport aux tests unitaires, en général, voilà, c'est pas quelque chose qui est très commun, c'est pas quelque chose qui est très simple à maintenir. Ce qu'on vous conseille, que ce soit moi ou Christophe, c'est d'utiliser, si vous ne connaissez pas les tests unitaires, c'est d'utiliser Karaya, qui est pour nous actuellement le framework de unit test le plus facile à utiliser quand on débute et qui peut s'automatiser via la CI. Et puis, je rappelle, voilà, si vous voulez avoir des documentations de vos codes sources à jour, que vos codes reposent sur de l'objet ou sur des QMatch, pour l'instant, utiliser Antidoc, c'est quand même assez intéressant d'avoir une doc à jour et surtout sans avoir écrit un seul mot. Donc voilà. Je te coupe parce que tu as fait trop de pub pour Antidoc. Il y a un jeune Nicolas Batz qui pose une question en demandant comment sont gérées les dépendances du projet, par exemple les packages VIPM au niveau du serveur de CI. Alors à ce niveau-là, il y a plusieurs écoles et il y a plusieurs situations et le contexte peut vraiment différer. Moi, si je prends un projet développé à Wovalab, en général, j'ai une machine virtuelle pour le développeur, donc pour moi. Une fois que le setup est fait, avec tous les packages qui vont bien, je la duplique et j'en fais un runner. Et j'ai l'environnement qui est constant. Et si jamais je fais un update côté machine de développement, je vais aller le faire côté runner. Après, on peut très bien ajouter, si on a des environnements qui sont plus fluctuants, on peut très bien ajouter un job
qui va, par exemple, appliquer un VIPC ou un VIPM. Alors, ça implique d'avoir une version VIPM Pro, mais on peut mettre à jour les choses. On verra que, c'est bien d'avoir un runner par projet, parce que si vous commencez à avoir 3 LabVIEW sur votre runner et des drivers différents, ça va commencer à être compliqué. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu dans le retour d'expérience qu'on a. J'espère que j'ai. Voilà, parce que là, il y a eu pas mal de questions autour de ça. Tu souhaites y revenir par la suite ou… Alors, vas-y, résume-moi un peu les questions. Alors, résumé, ça va pas être simple. C'est peut-être là-dessus. Attends. Ça demande d'avoir toujours la même architecture si on ne veut pas passer son temps à écrire les scripts runner, par interrogation. Alors, la même architecture, oui, c'est sûr que. Enfin, je dirais que toutes les tâches qu'on fait dans de la CI, on va les retrouver dans beaucoup de projets. Moi, j'ai une architecture globale que je réutilise à chaque projet et que je vais peut-être modifier, sur les bords si jamais il y a vraiment une spécificité. Après, il peut y avoir des utilisations qui diffèrent un peu, mais on en revient. On a préparé 2-3 slides sur vraiment comment on l'utilise, que ce soit à QMT ou à Vovalab. Donc peut-être ça répondra un peu plus à ces questions-là. Ouais, et puis il y avait eu des interrogations sur c'est quoi VIPM par rapport à VIPC. Donc VIPM, effectivement, je sais plus qui a répondu. Nicolas qui a répondu que c'est le VIP Package Manager. Avec le VIPC, c'est VIP Package Configuration File qui permet d'installer des packages dans une version prédéfinie. Donc, oui, et qui rassemble tous les packages dans un seul fichier. c'est ça. Voilà. Donc tout le monde dit OK, merci. Tu peux continuer. Eh ben, écoute, je vais laisser la main à Christophe pour nous dire maintenant où est-ce qu'on en est de tout ça. Merci Olivier. Alors, on va vous présenter quelques cas d'utilisation et ça va peut-être répondre aux questions qu'on vient d'avoir. Donc, chez nous, à QMT, on va distinguer 2 cas d'utilisation. Donc, les projets standards pour nos clients qui, généralement, vont être basés sur notre framework. Donc, je vous ai mis ici une copie d'un pipeline, un peu classique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence déjà par faire un mass compile. Alors moi, honnêtement, ça a été un peu une découverte, le mass compile. Avant, je voyais pas bien l'intérêt à part dans des cas très spécifiques. Et là, je me suis rendu compte que ça permettait quand même de toujours s'assurer qu'on avait un code propre, toujours exécutable, qu'il n'y avait pas de code mort avec des mauvais liens, etc. Donc ça permet déjà de faire un peu de nettoyage. Juste, alors une remarque sur ce step-là, si vous avez des gros projets, le mass compile, ça peut vite être très long. Alors, ce qui peut être intéressant ici, c'est d'effectuer le mass compile soit sur tout le projet, soit seulement sur les modifications qui ont été faites lors du dernier commit. Donc et là, ça prend déjà beaucoup moins de temps. Deuxième étape, ensuite, on va faire des tests unitaires. Donc là, c'est vraiment, à mon sens, une des grosses plus-values de l'intégration continue, de faire des tests unitaires réguliers. Là, on peut remarquer que dans ce cas-là, on a fait 2 types de tests unitaires, des tests unitaires de modules logiciels qui vont être exécutés sur un premier runner et d'autres tests liés à du matériel qu'on va exécuter sur un deuxième runner, qui en l'occurrence ici, ça va être typiquement le band test avec du matériel connecté dessus. Et on va pouvoir faire des tests en lien, par exemple, de communication avec nos matériels, etc. Alors attention, ne commencez pas à faire des mouvements, de mettre en mouvement des pièces mécaniques et tout ça, hein. Ça risque d'être un peu dangereux. Voilà. Troisième étape, on va essayer de builder, donc des exés, des installeurs, etc. Donc ça aussi, ça fait gagner pas mal de temps parce que les builds peuvent être assez longs. On est capable ensuite d'analyser le code avec le VL Analyzer. Donc on verra un peu plus tard. Alors aujourd'hui on le fait, mais ça nous est pas très utile parce qu'on n'est pas vraiment capable d'extraire des informations pertinentes du VL Analyzer. On a toute une liste de remontées, mais voilà, c'est long à faire, donc on l'exploite pas vraiment. Et puis on ferme la vue. Voilà. Donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas.
Olivier, merci pour notre framework interne. Donc là où c'est un peu plus touffu, on va dire. Donc notre framework interne, voilà, qui est basé sur plusieurs repositories et voilà, qui en sortie, on utilise des paquets VIPM pour le distribuer quand on va le réutiliser sur des projets clients. Alors on va faire un peu les mêmes choses, mass compile, unit test, build, etc. Et alors les différences, donc première chose qu'on va faire, ça va peut-être répondre à la question, c'est que les paquets peuvent évoluer les dépendances peuvent évoluer au fil du temps et on va faire une première étape où on va appliquer notre paquet VIPM dont on a besoin. Voilà. Ensuite, on va faire tous les tests classiques. On va ensuite essayer de générer de la documentation. Donc, encore un peu de pub pour l'outil Antidoc. Alors moi, je vais faire une pub un peu différente puisque notre framework, il n'est pas basé sur des QMH. Hein. Moi, je suis désolé, Olivier. Mais on a facilement réussi à le customiser pour adapter à notre framework et avoir des diagrammes UML, des résumés de toutes nos classes, tout ça, c'est assez sympathique. Une fois qu'on a fait ça, on va, donc comme je vous l'ai dit, notre framework est basé sur des paquets VIPM, donc on va aller builder nos paquets VIPM. Et là encore, c'est un gain de temps pas négligeable parce que les builds peuvent être assez longs et assez fastidieux à faire. Et voilà, c'est tout pour celui-là. Olivier? Ouais, AO Lab, alors sur les projets, je dirais projets clients classiques, entre guillemets, on est très proche de ce qui est fait à QMT. La petite différence, c'est qu'on a un workflow au niveau de Git qui nous permet de distinguer les pushes et de faire des pushes sur des branches de features et à ce moment-là, avoir un pipeline un peu plus light, vraiment orienté sur le test, s'assurer qu'on n'a rien de cassé, unit test, mass compile, validation des modules des QMatch. Et quand on va pusher sur la branche develop parce qu'on a fini une feature ou qu'on est en train de faire une release, donc sur la branche release, à ce moment-là, on fait la totale avec test, build des exés et des installeurs, génération de la doc, voilà. Donc ça permet d'optimiser un peu le temps parce que sur des gros projets, là, moi j'ai un gros projet avec plus de 5000 VI, 1000 heures de développement, bah, le build, le pipeline total, ça prend 2 heures. Donc voilà, si on veut avoir des retours rapidement, bah, faut essayer de limiter ce temps-là. On a aussi la possibilité dans GitLab, et c'est ce qu'on fait dans nos projets, c'est d'avoir la vue des rapports de tests unitaires. On a aussi, et ça c'était pour vous montrer que c'était robuste, que ça tenait dans le temps. Là, j'ai les stats. Alors sur la dernière année de ce fameux projet qui prend peu de temps à builder via la CI, c'est la fin du projet, c'est pas là où ça a été le plus actif, mais vous voyez que tous les mois, on a une vingtaine, 20, 25 pipelines qui sont exécutés. Et si je regarde, j'en ai eu plus de 300 qui ont été réussis, et un ratio de 82% de réussite qui est bon parce que ça veut dire que mes pipelines m'indiquent vraiment des erreurs que j'ai pu faire et que je dois corriger. Voilà. Et puis le dernier cas d'utilisation, là pour un client, et là on était vraiment dans un contexte très différent, et là aussi ça répond un peu aux questions. On avait alors ça répond un peu aux questions. C'est pas forcément écrit, mais ce client-là construit son application sur une multitude de paquets VIPM. Donc il a beaucoup de paquets à construire. Et il a des développeurs qui n'ont pas forcément envie d'aller dans GitLab et de voir comment ça se passe. On a réussi à lui construire, à lui mettre tout son workflow au sein de Fork, qui est l'application qu'il utilise en tant que client IHM de Git, via l'utilisation de l'API GitLab et de l'API Git, enfin de l'API et de l'utilisation de Git au travers de la view. On a fait la génération automatique du texte du changelog qu'il y a dans ces VIP en reprenant les infos qu'il y a dans les messages de commit. Et puis, on applique le VI Analyzer soit sur tout le code, soit sur ce qui a changé. Mais là, c'est vraiment un process qui est hyper spécifique à un client et on a adapté la CI à ce contexte-là.
Donc voilà pour des cas d'usage réel. Et du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a atteint les buts qu'on s'était fixés en début de voyage, Christophe? Alors, si on reprend nos objectifs, alors, est-ce qu'on a été capable d'automatiser les tâches répétitives? Oui, donc voilà, il y a un certain nombre d'exemples ici cités, on peut en imaginer d'autres, hein, vous pouvez en rajouter d'autres. Donc ça permet vraiment, d'une part, de s'assurer que tout au long du développement de notre projet, on va appliquer tout ce processus, hein, tester, analyser, builder, voilà, même quand on va être dans le jus. Et puis ça nous permet aussi voilà, de nous libérer des travaux ennuyeux. Et ça nous fait donc gagner du temps qu'on veut réinvestir dans plus de tests, améliorer les choses, et même aller discuter avec ses copains, des fois, les collègues, etc. Est-ce qu'on a réussi à améliorer la qualité de notre développement? Je pense que oui, avec un petit bémol. Alors, la grosse plus-value, je pense que c'est en termes vraiment de tests unitaires, hein, notamment quand vous travaillez sur des gros projets avec plusieurs développeurs en même temps. Voilà, c'est vraiment, vous avez du test régulier, vous assurez que vous n'avez pas cassé le code de votre collègue. Voilà, l'avantage de GitLab, c'est qu'on a accès aux fonctionnalités donc de Git, hein, de pouvoir committer en local plus régulièrement si on n'a pas accès au réseau, ou même voilà, pour revenir en arrière plus facilement avant de pousser sur le serveur. Ça nous donne accès à des workflows éventuellement. Là où il y a un bémol, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, l'analyse du code avec VIPM, où on peut encore s'améliorer pour Avec trouver de VI l'information. Analyzer. Excuse-moi. Ouais, T'as dit avec merci. VIPM, avec VI Analyzer. Je vois que tu es vigilant, merci. Via Analyzer, où on n'a pas l'information totalement pertinente. Voilà, la sérénité, je pense que vraiment, ça nous en apporte beaucoup, d'avoir une application constamment testée, vérifiée. Ah, Et puis des petits bonus. si je puis me permettre juste un petit ajout, Christophe. Ouais, Moi, vas-y. moi qui travaille tout seul à Bovalab, la CI, alors ça remplace pas Christophe, qui était un collègue pas fameux mais génial, mais j'ai l'impression, quand j'ai la CI, j'ai quand même l'impression que j'ai une deuxième personne qui vérifie un peu mon boulot. Et ça amène beaucoup de sérénité. Donc je ne peux qu'appuyer ce constat fait par Christophe. Merci Olivier. Petit bonus, donc GitLab, c'est une forge logicielle, donc on profite de tout l'environnement avec éventuellement, si on a besoin, de wiki, de bug tracker, de release server et d'un certain nombre de fonctionnalités. Donc tout ça, c'est cool. Alors attention, petit piège à éviter. Alors pensez quand même à vous assurer que vos pipelines, ils restent rapides. Donc pour avoir un retour rapide, hein, c'est pas si ça prend une journée votre pipeline à exécuter. Si vous avez fait une grosse bêtise, si vous avez un jour de retard et que vous avez continué à travailler pendant toute la journée avant d'avoir le retour que vous avez fait une bêtise, c'est un peu lent, quoi. Assurez-vous qu'il reste simple, facile à maintenir tout au long de votre projet. Et cette simplicité, ça va aussi vous garantir une certaine robustesse. Là, on vous donne un objectif de 90% des pipelines qui devraient fonctionner. Pourquoi un niveau aussi élevé? Parce que si jamais vous avez des retours de GitLab trop fréquents, voilà, vous allez plus aller les voir si vos pipelines ils ont échoué pour une mauvaise raison, parce que votre VM a planté ou je ne sais quoi. Voilà, vous n'aurez plus envie d'y retourner et d'aller vraiment corriger les vrais problèmes que vous avez eu dans votre code. Ensuite, le deuxième piège, c'est l'IT, hein, être sûr qu'en fonction de votre contexte, que votre IT sera performant. Donc, il doit être, voilà, il doit être performant, rapide, disponible H24. C'est dès que vous committez, il va falloir qu'il y ait un runner qui prenne la suite pour exécuter le pipeline. Et la possibilité de facilement rajouter des runners. Là, nous, on vous conseille de manière générale d'avoir un runner pour un projet.
Pourquoi? Parce qu'un projet, normalement, c'est un environnement de dev maîtrisé, donc avec des drivers, des paquets, des librairies, etc. Donc, si vous avez plusieurs projets sur le même runner avec des environnements différents, ça peut poser des problèmes. Et puis aussi, ça permet d'éviter d'avoir des pipelines qui s'exécutent de manière concurrente et qui peuvent se marcher dessus. Si vous avez deux projets vivants en parallèle, il y a deux commits en même temps, voilà, ça peut éventuellement se marcher dessus. Alors, quelles sont les perspectives d'amélioration? Il reste 4 minutes pour info avec les questions. Eh ben, ça va être un peu juste, mais on va se dépêcher. Qu'est-ce qu'on aimerait améliorer? L'analyse de code, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est quand même, je pense, un point important pour améliorer la qualité de son code, pour trouver des bugs plus facilement, améliorer la qualité de développement des collègues et la surveiller au fil du temps. On peut aussi imaginer s'améliorer au niveau de l'automatisation. Par exemple, on peut penser à plein de choses, mais par exemple, automatiser les releases, donc avoir automatiquement, quand on sait qu'on a une version finale, avoir la création d'un lien de téléchargement avec toutes les informations sur notre nouvelle version, les modifications, le changelog, un lien de téléchargement de l'installeur, etc. Optimiser la disponibilité de notre IT, parce que si vous avez beaucoup de projets et que vous avez un runner par projet, ça va faire beaucoup de VM ou de PC ou je ne sais quoi en fonction de ce que vous allez avoir. Et au bout d'un moment, ça finit par coûter cher en disque dur et en ressources disque dur et en RAM. Donc voilà, imaginez automatiser des lancements de VM quand il y en a besoin. Voilà, c'est bientôt la fin de notre voyage. Alors on peut que vous donner quelques petits conseils si vous avez envie de faire le même voyage. Donc déjà démarrer par des projets, des petits projets simples, maîtrisés, pour pas faire l'erreur qu'on a fait il y a quelques années au sein de Saphir. Et puis ensuite, vous essayez d'analyser la façon dont vous travaillez, dont vous développez, et repérer les tâches répétitives, longues, ou celles que vous allez avoir tendance à ne pas faire voilà, avec la pression qui arrive. Et d'essayer d'automatiser parmi ces tâches-là celles qui vont vous apporter le plus de valeur en regard de l'effort que vous allez mettre pour les mettre en place voilà, avec GitLab. Et sur les autres conseils qu'on peut vous donner, c'est garder votre CI robuste. C'est ce que Christophe a dit dans les risques. Si votre CI, elle vous renvoie des pipelines qui échouent pas à cause d'un problème du code, mais à cause de la CI elle-même, là, vous allez pas pouvoir adopter un process de CI au sein de votre process de développement. Parce qu'une fois sur deux, vous allez dire non, mais c'est la CI qui a planté, je ne vais pas aller regarder. Donc, il faut vraiment que la CI, elle vous rapporte des problèmes liés à votre code. Parce que sinon, ça ne va pas être efficace. Après, on vous a présenté la CI avec GitLab. Nous, c'est un outil qui est fonctionnel, qui marche bien et qui nous laisse encore entrevoir beaucoup d'évolutions possibles. Maintenant, si vous faites avec Jenkins, avec d'autres outils, ce n'est pas un problème. L'important, c'est vraiment l'aspect automatisation et retour d'informations rapide qui est important. Et dernier point, vu que c'est des conseils de voyage, vous pouvez aussi partir avec un guide. Des fois, un guide a déjà connu, déjà passé par le chemin, il connaît les endroits dangereux, les crevasses, les falaises. Ovalab peut vous aider, comme on l'a fait avec QMT, si vous voulez mettre en place un process de CI dans vos développements. Et on a 2 formations d'une journée chacune sur Git et sur la CI avec GitLab qui sont à notre catalogue. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie. Donc voilà, on a fini. On a quelques ressources, on a listé quelques ressources intéressantes ici. Et puis, si vous avez des questions, c'est le maintenant. Il doit rester un petit quart d'heure. Il reste quoi, un quart d'heure? Ouais. Va dire ça, Nasser. Non, alors il y avait pas mal de questions. Ce que je vous propose, c'est il y a eu pas mal de réponses en même temps. Ceux qui ont encore des questions, ils lèvent la main et on leur laisse la main, s'il en reste. Ou ils les posent dans le chat, comme ils préfèrent.
Alors, qui a levé la main? C'est bien beau de savoir quelqu'un a levé la main, mais qui? Qui es-tu? Tu vois qui c'est, Olivier, ou pas? Non, parce que je partage l'écran, donc je ne vois pas encore. Non. Non, il a dû applaudir. Donc, il y en a un qui a applaudi. Bon, super. Il y a des questions ou plus? Tu les as fait partir, Olivier. Mince. Et Christophe, bien évidemment. Ah, si. Il y a Maxime Renaud. Maxime, tu arrives à mettre ton micro en marche? Ouais, est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. Effectivement, en termes d'infrastructure informatique, je pense que c'est aussi le nerf de la guerre. Concrètement, le fait de faire des builds automatiques, etc., vous gardez tous les exés que vous générez ou vous les gardez que sur la branche, parce que si on est 5 développeurs, on livre plusieurs fois par jour, ça fait quand même, si on commence à avoir un exé un peu conséquent, ça fait aussi du stockage derrière. Comment vous gérez finalement l'historique de votre intégration continue? Alors, est-ce que j'essaie de répondre, Olivier, et tu me corriges? Vas-y. En fait, à chaque fois que tu as un pipeline qui est exécuté, donc il garde en mémoire effectivement le dernier build. Et s'il y a un nouveau pipeline qui s'exécute, il y a voilà, qui s'exécute et qui finit correctement. Il y a le pipeline précédent qui est oublié, quoi. Enfin, il est oublié. Les résultats du pipeline sont pas conservés. Sauf si tu as dit explicitement de les conserver parce que, par exemple, c'est la version officielle que tu as livrée à ton client. Alors, je vais compléter. C'est exactement ça. Et tu peux. C'est le comportement par défaut que Christophe a décrit. Après, tu peux régler pour chaque artefact. Donc, un artefact, c'est ce que génère un job. Tu peux dire combien de temps tu veux le garder. Est-ce que tu veux le garder une semaine, un mois, tout le temps? Et le deuxième point de cette réponse, c'est que si tu utilises GitLab dans le cloud, c'est pas toi qui gères l'espace. Et jusqu'à présent, moi, j'ai eu aucun problème, j'ai eu aucun problème de garder l'historique. Mais en général, ce que tu veux, c'est garder l'exé qui correspond à une release. Et ça, tu vas le garder pour toutes les releases. Et puis garder le dernier qui a été buildé, en gros. Donc, c'est vraiment, je pense, sur l'infrastructure, ce qui est le plus délicat à gérer, c'est les runners. Ok, merci. Merci. Alors attends, il n'y a plus de main levée a priori, parce que je surveille les mains levées et les questions du chat. Alors il n'y a pas une main levée, mais il y a une question. C'est est-ce que vous récupérez du système d'intégration continue des indicateurs qualitatifs sur les tests unitaires? Christophe? Alors, qualitatif, c'est binaire, hein. C'est les tests unitaires, ils passent ou ils passent pas. Généralement, s'ils passent pas, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête le pipeline et on reçoit une notification. Et c'est au développeur d'aller vérifier d'aller corriger le problème, quoi. Alors, il y avait une suite à la question, il y avait un où l'analyse des VI avec évolution de ces indicateurs le long des builds. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un ou. Est-ce qu'il y a une analyse des tests unitaires tout au long pour voir une évolution? J'imagine quelque chose, et c'est un point qu'on a signalé avec Christophe, c'est au niveau. Alors, pour les tests unitaires, soit ça passe, soit ça fail. Un test unitaire, il doit passer. Si ça fail, il faut corriger. Donc là, pour moi, il n'y a pas d'évolution de ce qui des tests. Tous les tests unitaires doivent passer, qu'on en ait 10 ou qu'on en ait 100. Après, au niveau du VI Analyzer, où là, ce qu'on disait avec Christophe, c'est que le nombre de résultats renvoyés est tellement important et il est tellement difficile de récupérer de l'information utile de tous ces résultats, c'est que on pourrait imaginer tracer des indicateurs qui nous diraient là pour 1000 VI, il y avait 200 remontées d'erreurs.
tu es toujours à 1000 VI, mais d'un seul coup, tu es passé à 400 remontées d'erreurs. Ah, il y a quelque chose qui s'est passé dans le développement qui a généré quelque chose de pas bien. Ou tu es passé à 400 indicateurs, mais tu as doublé ton nombre de VI, donc c'est le bruit de fond qui a augmenté parce que tu avais augmenté ton nombre de VI. Il y a des pistes, je ne connais pas de choses qui aient été mises en œuvre, mais je pense qu'il y a des pistes pour intégrer ce genre d'indicateur. C'est à creuser. Mais actuellement, c'est pas. Ouais. Bah, actuellement, pas dans GitLab. Je sais que dans Jenkins, il y a 4 ans, quand on avait essayé à Saphir, il y avait des plugins qui existaient, qui pouvaient afficher des trucs. Dans GitLab, voilà, j'ai pas plus creusé que ça. D'accord. J'espère avoir répondu. Vu qu'il y a un module analytics dans GitLab qui permet d'avoir, dans la version premium, d'avoir une analyse des échecs et peut-être d'avoir des indicateurs. Je suis désolé de te couper, Olivier. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine présentation sur le VI Analyzer pour comment gérer l'aspect qualitatif et quantitatif. On va donner la main à le monsieur qui a un fond d'écran de Minecraft, donc Nasser. Tout à fait. Ouais. Excuse-nous des Bonjour à 5 minutes tous. de décalage. Merci Olivier, merci Christophe. Merci à vous. Merci Luc, désolé Nasser. Bonne Pas présentation. de souci, t'inquiète.